La Guinée équatoriale réagit à la condamnation en appel de Théodorine Obiang. Malabo parle d'ingérence de la France. Le vice-président du pays a été condamné à 3 mois d'emprisonnement assorti de sursis. Situation toujours tendue dans les régions anglophones du Cameroun. Plus de 100 personnes ont été enlevées par des séparatistes avant les législatives. Human Rights Watch s'inquiète de leur sort. Et puis, l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo semble freiner. Le nombre de personnes infectées a connu une baisse. C'est la conclusion de plusieurs experts réunis à Genève, siège de l'Organisation mondiale de la santé. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Et on démarre par la réaction de la Guinée équatoriale à la suite de la condamnation en appel du vice-président du pays, Théodorine Obiang. La justice française l'a condamné donc à 3 années d'emprisonnement assorti de sursis. Malabo parle d'ingérence de la part de la France. Le gouvernement de Malabo a vivement réagi à la condamnation du vice-président chargé notamment de la défense et de la sécurité de la Guinée équatoriale par la justice française. Le communiqué rendu public par la présidence équato-guinéenne stipule que le gouvernement se réserve le droit d'exercer devant les plus hautes juridictions internationales toutes actions de droit civil et pénal afin de réclamer la réparation du préjudice causé aux hautes institutions et personnalités de la Guinée équatoriale. Théodorine Obiang a été condamné lundi par la Cour d'appel de Paris à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende et de confiscation pour s'être bâti frauduleusement un patrimoine considérable en France. L'homme de 51 ans a été reconnu coupable de blanchiment, d'abus de biens sociaux, blanchiment de détournement de fonds publics, blanchiment d'abus de confiance pour des sommes estimées à 150 millions d'euros. Mais Malabo évoque dans son communiqué de fausses accusations de corruption et blanchiment de capitaux proférées depuis des années par plusieurs ONG animées du seul désir de déstabiliser le pays. Cette ingérence inacceptable dans ses affaires intérieures contrevient, selon le gouvernement équato-guinéen, aux dispositions de la Charte des Nations Unies. À Paris, les avocats de Obiang ont annoncé qu'ils allaient se pourvoir en cassation contre sa condamnation en appel. À la tête de la Guinée équatoriale depuis plus de 40 ans, Théodoro Obiang Nguema, 77 ans, détient le record mondial de longévité au pouvoir hors monarchie. Au Togo, le principal parti d'opposition, l'Alliance nationale pour le changement ANC, a dénoncé l'interdiction ou la perturbation de plusieurs meetings de son candidat à la présidentielle. L'élection se tient donc le 22 février prochain. Jean-Pierre Fabre a été empêché de tenir des réunions, notamment dans le nord du pays. 5 meetings électoraux ont été interdits et perturbés depuis l'ouverture de la campagne électorale le 6 février, ont rapporté les responsables de l'ANC lors d'une conférence de presse. Dès le lancement de la campagne électorale, le président Jean-Pierre Fabre, candidat de l'ANC en tournée dans les régions des Savanes, de la Kara et centrale, ne cesse de rencontrer des pires difficultés pour battre campagne comme la loi l'autorise, selon un communiqué publié par le parti. Vendredi, le meeting de Sine-Kassé a été interdit. Les militants de l'ANC ont dû se résoudre à accueillir Fabre sous un arbre au bord de la route à l'entrée de la ville. Le même jour, le meeting de Tandjouaré est interdit. Celui prévu samedi à Gando est également interdit par le préfet. Le lundi, dans l'après-midi, des individus se réclamant du parti au pouvoir empêchent la tenue à Bassar du meeting de campagne de l'ANC, précise le communiqué, qui dénonce les intimidations des militants sous le regard indifférent des forces de sécurité de la Commission électorale nationale indépendante. La campagne prendra fin le 20 février. Environ 10 000 gendarmes et policiers ont été déployés. 7 candidats sont en lice pour la présidentielle, dont le chef de file historique de l'opposition Jean-Pierre Fabre, l'ancien Premier ministre Kodjo Agbeyomen et le président Faure Gnassingbé qui briguera un 4e mandat. Ce dernier est au pouvoir depuis 2005, après avoir succédé à son père Gnassingbé Eyadema, qui a dirigé le pays pendant 38 ans. Faure Gnassingbé a été réélu en 2010 et en 2015 au terme de scrutin contesté.
Et au Burkina Faso, l'inscription des électeurs pour les élections présidentielles et couplées des législatives prévues pour novembre 2020 a débuté. C'est ce qu'a annoncé la commission électorale dans un contexte de violence qui a déjà fait notamment plus d'un demi-million de déplacés. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est confronté à des attaques djihadistes qui ont fait plus de 750 morts depuis 2015 et contraint plus de 600 000 personnes à fuir leur foyer. L'enrôlement des électeurs qui durera jusqu'en avril se déroule dans un contexte national difficile, a déclaré Newton Ahmed Barry, le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, lors d'une cérémonie de lancement à Dédougou, chef-lieu de la région de la Bouche de Moron, dans l'ouest du pays. Il y a de la psychose, de l'insécurité et le drame de nos compatriotes déplacés, a-t-il déclaré avant d'ajouter. En ces moments difficiles, le seul recours des citoyens, ce sont les valeurs de la République. En ces moments difficiles, votre carte d'électeur est votre arme pour défendre votre intégrité et notre refus de nous soumettre à tout dictat, d'où qu'il vienne, lança-t-il par la suite aux électeurs. Alors que les forces de l'ordre burkinabè, sous-équipées et mal entraînées, n'arrivent pas à enrayer la spirale de violence, le pays organisera des élections présidentielles et législatives le 22 novembre 2020. La CENI a mobilisé 6 120 opérateurs recenseurs et superviseurs pour enregistrer les quelques 4,5 millions d'électeurs attendus contre plus de 5,5 millions d'inscrits par la CENI pour les élections de 2015, les premières depuis la chute de Blaise Compaoré, renversé en 2017 après 27 ans au pouvoir. Concernés pour la première fois par le vote, les Burkinabés de la diaspora ont été enrôlés du 4 au 26 janvier dans 22 ambassades et consulats, selon la CENI, qui a déploré une faible affluence avec moins de 24 000 inscrits sur quelques 2 millions attendus. Et on reste toujours au pays des hommes en terre pour évoquer ces 2 civils burkinabés qui ont été tués et 9 assaillants abattus. C'était lundi lors d'une attaque djihadiste contre un poste de gendarmerie à Tanwal-Bougou, une localité située donc à l'est du Burkina Faso. C'est ce qu'a annoncé la gendarmerie nationale. Dans la journée du 10 février 2020, aux environs de 10h40, le poste de gendarmerie de Tanwal-Bougou, dans le département de Fadan-Gourma, a été la cible d'une attaque terroriste, affirme le communiqué de la gendarmerie. La détermination et le professionnalisme des éléments du dit poste a permis de tuer 9 terroristes et d'en capturer un, précise le test. Malheureusement, nous déplorons 2 civils décédés et 14 civils blessés, tous des passagers de cars de transport en mouvement aux environs du lieu de l'attaque, évacués immédiatement dans un centre de santé. Un important lot d'armement, de munitions, des téléphones et des motos ont été saisis, ajoute le communiqué. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a présenté ses sincères condoléances aux familles des passagers défunts et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Il a par ailleurs invité les populations à collaborer avec les unités et à dénoncer toute personne suspecte. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est le théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis 2015. Le nord et l'est du pays sont particulièrement touchés et Ouagadougou, la capitale, a été frappée à 3 reprises. Depuis 2015, les attaques djihadistes au Burkina Faso ont fait plus de 700 morts selon un décompte de l'AFP et plus de 600 000 déplacés internes et réfugiés, d'après les Nations Unies. Les Camerounais sont dans l'attente de la proclamation des résultats des élections législatives et municipales qui se sont déroulées le 9 février dernier. Mais avant ce scrutin, plus de 100 personnes ont été enlevées par des séparatistes armés dans les régions anglophones. Human Rights Watch s'inquiète et accuse les militaires de nouveaux abus. Des groupes indépendantistes avaient en effet interdit aux populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun de participer au scrutin et les attaques se sont récemment multipliées. Mais un seul incident a été noté le jour du vote, des échanges de tirs à proximité d'un bureau de vote. L'organisation internationale Human Rights Watch fait le point à travers un rapport. Des séparatistes armés ont enlevé plus d'une centaine de personnes, incendié des biens et menacé des électeurs dans la période précédant les élections. D'après l'ONG, les forces de sécurité et l'État n'ont pas suffisamment protégé les civils des menaces posées par les séparatistes, mais ont plutôt commis de nouveaux abus à leur encontre au cours de la même période.
Entre le 17 et le 20 janvier 2020, les forces de sécurité ont mené une opération militaire à Bali au nord-ouest, détruisant plus de 50 maisons et tuant plusieurs civils. Détaille Human Rights Watch qui réclame à Yaoundé des enquêtes sur les exactions des deux camps. Depuis 3 années, en effet, les militaires et groupes armés indépendantistes anglophones s'affrontent dans ces deux régions de l'Ouest, les deux camps multipliant crimes et exactions contre les civils, selon les ONG. Le conflit a déjà fait plus de 3000 morts depuis 2017 et forcé plus de 700 000 personnes à fuir leur domicile. Les séparatistes armés veulent l'indépendance du Cameroun anglophone qu'ils nomment Ambazonie. À ce jour, ni les résultats du scrutin, ni même le chiffre de participation n'ont été rendus publics. Une autre des santé à présent, l'épidémie d'Ebola en RDC doit-elle toujours être considérée comme une urgence mondiale sanitaire? En tout cas, les experts de l'OMS se sont réunis ce mercredi à Genève pour trouver donc une réponse à cette question. Un exercice qui intervient après une chute des cas enregistrés sur place. L'Organisation mondiale de la santé a en juillet parlé d'urgence sanitaire mondiale pour l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola déclarée en août 2018 en République démocratique du Congo. Une qualification donnant à l'agence spécialisée de l'ONU des pouvoirs accrus pour restreindre les voyages et lever des fonds. Environ 2300 décès ont été enregistrés. Mais la situation semble avoir évolué. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'est dit à la veille de cette réunion très encouragé par la baisse des cas enregistrés récemment, tout en restant prudent sur l'avenir. Il a indiqué qu'il se rendrait en RDC ce jeudi pour rencontrer le président Félix Tshisekedi et parler notamment du renforcement du système de santé du pays. La décision de requalifier ou non la maladie revient à la commission des urgences de l'OMS, un groupe d'experts internationaux qui se réunit tous les 3 mois dès qu'une épidémie est déclarée. La lutte contre la maladie est régulièrement perturbée par l'insécurité due à des violences armées dans les provinces de Beni et de l'Ituri. En novembre, l'OMS avait annoncé avoir dû retirer 49 de ses personnels de la région de Beni en raison de l'insécurité. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de votre télévision CK TV. Au revoir.